Bonsoir à tous. Alors écoutez, j'ai l'immense plaisir de recevoir ici Jean-Claude Delaunay, l'auteur de Les trajectoires chinoises de modernisation et de développement, de l'empire agro-militaire à l'État-nation et au socialisme. Ouvrage que j'ai publié aux éditions Delga en septembre de l'année dernière, en septembre 2018. Et Jean-Claude Delaunay, qui vit désormais en Chine depuis plusieurs années maintenant, nous fait le plaisir de passer à Paris et dans une actualité marquée par les luttes commerciales entre les États-Unis de Donald Trump et la Chine de Xi Jinping. Vous avez tous en tête l'affaire Huawei et la montée de la tension autour de ces questions qui effectivement ne concernent pas simplement les États-Unis et la Chine, mais aussi les Européens, bien évidemment, puisque il faut analyser aussi quelle est la réalité du mode de production chinois. J'entendais encore récemment sur une chaîne que j'aime bien, puisque j'y interviens souvent, qui s'appelle RT France, une chaîne pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie. Mais j'entendais un économiste, Monsieur Delamarche, qui disait les Chinois n'ont plus rien de communiste. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'un économiste marxiste, hein, j'ai lancé le mot, puisque c'est comme ça qu'on peut évidemment qualifier Jean-Claude Delaunay, qui est aussi, je précise, il est vice-président de la World Association for Political Economy basée à Hong Kong, et coéditeur de la World Review of Political Economy, que publie donc cette même association. Bon, c'est intéressant de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'un économiste marxiste français, communiste, hein, va faire là-bas si les Chinois ne sont plus communistes? Et comment ça se fait que effectivement les Chinois ont sorti 700 à 800 millions de personnes de la pauvreté, ce qui n'est pas le cas des Indiens qui, eux, luttent toujours dans un système capitaliste avec 30% de la population qui, elle, et enfin, il n'arrive toujours pas à nourrir une bonne partie de sa population qui est sous-nutrie. Point de vue d'ailleurs qu'avait noté un de mes autres auteurs qui s'appelle Bruno Guig, que je salue, j'ai eu l'occasion, parce qu'il a publié un livre qui s'appelle La fable du libéralisme qui sauve le monde. Et il insistait sur cette divergence entre la Chine et l'Inde, parce que là, vous voyez vraiment deux pays qui partaient de très bas en 1949, à la fin de l'époque coloniale, hein, ou pseudo-coloniale pour la Chine, et dont les progrès sont étonnants, mais on voit bien que la Chine s'en sort mieux parce que justement il y a une base, une infrastructure qui est proche effectivement qu'on peut qualifier de socialiste. Donc voilà une comment dire, des questions que j'ai envie de poser à Jean-Claude Delaunay. Ce serait bien sûr, d'abord je voudrais qu'on parle de cette guerre économique entre les États-Unis et la Chine autour de Huawei. Et ensuite, j'aimerais bien qu'il nous parle sur comment est-ce qu'il qualifierait le régime politique et économique de nos amis chinois. Voilà, à toi Jean-Claude. Eh bien, écoute, c'est avec plaisir que je participe à cet entretien. Euh, Huawei, c'est l'actualité. Et l'écho que je reçois de la part de gens que je rencontre en Chine, c'est que ce sont les Américains qui vont perdre. C'est pas les Chinois. Euh, Huawei est une société chinoise qui est très productive, qui a trouvé, qui est en pleine recherche d'élaboration de ce qu'on appelle la 5G. Et tout d'un coup, les Américains, qui ont un peu roupillé sur leurs deux oreilles, ou sur je ne sais quoi, se rendent compte que la Chine est en train de les devancer au plan des forces productives. Voilà. Parce que les forces productives aujourd'hui, c'est Internet, c'est l'électronique, c'est les mobiles, et donc les générations de mobiles, c'est l'intelligence artificielle. Et dans le bouquin que j'ai publié chez toi, Émeric, euh, j'avais beaucoup insisté dans la conclusion sur la dimension sociale de ce pays, mais je crois que même si c'était évident dans tout le bouquin, je crois qu'un élément de conclusion de l'observation de ce pays, c'est que il est à un niveau des forces de production tout à fait en avant-garde. Voilà, c'est la réalité. La Chine fait des efforts. Alors, il y a une nuance à apporter. Récemment, je lisais
c'est paru dans le China Daily, un résumé d'un rapport que, que a publié un ministère de l'intelligence artificielle. Et ils ont compté le nombre d'articles depuis 2013 à aujourd'hui, 2018. Euh, je ne sais pas combien il y en a, mais plus un très très grand nombre. Dans ce grand nombre, les Chinois ont publié la majorité. Cela dit, ils reconnaissent en même temps que les Américains sont par exemple plus, comment dire, ont davantage le sens de l'utilisation pratique et industrielle des progrès et des recherches qu'ils effectuent que les Chinois. Les Chinois sont moins portés sur l'industrie, voilà, et ils font moins de recherche fondamentale. Donc il y a un très très gros travail qui est le résultat aussi de toute une politique de l'université, de formation des chercheurs, de financement de la recherche et ainsi de suite. Mais ils reconnaissent que ce travail mérite encore et doit encore être porté à un haut niveau. Cela dit, les États-Unis font une grosse bêtise. Voilà. Au lieu de coopérer avec Huawei et d'autres industries d'ailleurs, ils sont en train d'attaquer. C'est vraiment du trompe, quoi. C'est aussi avec tous les dangers que ça comporte, parce que en même temps, ils font chier sur la mer de Chine et il y a toujours des risques de guerre considérables. Voilà. Voilà. Je crois que c'est 80% du commerce chinois passe par la mer de Chine. Eh C'est absolument ben oui, stratégique. Donc, oui, c'est une mer, c'est une mer stratégique, oui, absolument. Alors, ils essaient de débloquer par d'autres voies, mais pour l'instant, c'est la voie maritime qui est la voie la plus importante. C'est bien sûr, c'est bien gentil, les trains qui vont sur Moscou, mais ça va pas. Ça aura sans doute un la route effet. de la soie, là, dont tu La parles, route c'est de ça, la hein? soie, oui, bien Mm, sûr. Mais la route maritime est la plus importante. mm, Et c'est pourquoi Trump cherche à, à créer des ennuis dans ce domaine. Voilà. Et mm, qui peuvent être très graves. mm, Il faut pas. Nous ne devons pas, nous, à mon avis, je dirais intellectuels, mais aussi communistes, mm, gens de progrès, mm, laisser le face-à-face des Chinois et de l'Amérique ou des États-Unis se faire comme si nous étions uniquement des observateurs. Nous sommes des parties prenantes de ce conflit, quoi que nous, il y aura des conséquences. Voilà. mm. Et si l'économie américaine va encore plus mal qu'elle ne va aujourd'hui, ça aura des effets sur nos propres économies françaises, allemandes et autres. Voilà. Oui, parce que tout le monde dit qu'il y a un rebond de l'économie américaine, mais qui m'a l'air complètement en trompe-l'œil. Alors Trump est là, en train de faire de la poudre, de lancer de la poudre aux yeux avec cette oui, tout question, à hein. fait, tout à fait. Et puis, euh, euh, il y a dans le plein cœur du système capitaliste une crise qui ne se résorbe pas. Mm, Donc, il peut y avoir des petits rebonds ouais. momentanés, mais c'est de plus en plus court. Alors que la crise de suraccumulation du capital et dans ce capital du capital financier, Mm, c'est une réalité qui plombe totalement le taux de profit du système et donc le taux de profit des entreprises et donc l'activité capitaliste. Alors une guerre est à exclure, ça serait une catastrophe. mm. Les États-Unis le savent, ils perdront. Bon, mais sont-ils il n'y a pas d'impérialisme intelligent d'un autre côté. Non, ouais, c'est sûr. Et ils peuvent faire de très grosses conneries sans. Au fond, il y a aussi un parti de la guerre aux États-Unis. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'on vient un petit peu sur un certain nombre de clichés sur la Chine. On parle tout le temps de l'atelier du monde, alors que depuis 10 ans, ça a complètement changé. C'est déjà plus ça. Et je pense qu'il faut même anticiper le fait que dans 10 ans, la Chine sera encore à un autre degré de développement. Mais là, beaucoup de gens insistent sur aussi certaines faiblesses de l'économie chinoise. Alors, dans la mesure où celle-ci a une partie capitalisée, en quoi est-elle sensible à ce qui fait la faiblesse des économies occidentales, c'est-à-dire la baisse tendancielle du taux de profit et ces mécanismes-là, et dans quelle mesure le fait qu'elles soient socialisées, le fait que quand même les grands secteurs clés sont contrôlés par l'État, dans quelle mesure ça la protège? Comment est-ce que comment est-ce que tu vois justement cette évolution des choses? Est-ce qu'on va continuer vers cette sorte de NEP ou est-ce qu'au contraire
il va y avoir plutôt une tendance à la socialisation. Je vois qu'en Corée du Nord, par exemple, on parle de nouveau de socialisme, en fait. Et ça Oui. m'intéresse particulièrement. Alors, la première chose qu'on doit noter, c'est qu'il y a eu une stratégie de développement industriel de la Chine par externalisation. Mhm, On va exporter, d'ailleurs on doit beaucoup importer, mhm, mais on va exporter et ça va nous permettre de nous développer. Et quand on voit depuis à peu près 1994, c'est la formation d'un surplus commercial qui a été au maximum de l'ordre de 7% du PIB, ce qui est énorme. En mhm. général, quand un surplus atteint 2%, c'est déjà beaucoup. Mais là, 7%, c'était un. Mais les marchés européens et les marchés américains, qui étaient les grands marchés de la Chine, se sont arrêtés d'absorber le produit chinois depuis 2008. Alors d'ailleurs, j'ai des graphiques Ouais. dans ce bouquin qui sont évidents. J'ai cherché à les prolonger très récemment pour les années 2018. Ça continue. Donc les Chinois ont été obligés de réfléchir à une nouvelle stratégie, d'autant que cette stratégie d'exportation, qui était en même temps une stratégie d'appel de capitaux américains ou disons du monde entier, avec l'idée que ces gens allaient leur apporter de la technologie, ça n'a pas très bien marché. Les entreprises capitalistes n'ont pas beaucoup apporté de technologie, Mhm. elles ont fait le moins possible, et les marchés étrangers ne marchent pas, marchent de moins en moins. Donc, ils veulent développer de nouveaux marchés, par exemple dans les pays asiatiques, dans les pays africains, et ainsi Mhm. de suite. Ils n'abandonnent pas leur stratégie d'exportation, mais ils la réorientent un peu sur le marché intérieur. Et ce qu'ils font, je crois, de plus important, c'est depuis 2014, ce qu'ils appellent la nouvelle normalité, qui correspond à un développement scientifique et technique accéléré et passant par l'innovation. Il faut innover, Mhm. ça veut dire pour eux faire de la recherche fondamentale et ensuite innover, faire passer cette recherche fondamentale dans l'industrie. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta Alors, on le question. voit un peu sur Huawei, la 5G, les semi-conducteurs. Il y a une percée de ce point de vue-là. C'est Ah, pour ça que tout à les fait. États-Unis essayent de les bloquer aussi, je crois. Alors, bien, tout à fait. La nouvelle normalité, c'est une nouvelle étape du développement chinois, et tout d'un coup, la grande bourgeoisie américaine se rend compte de ça. On n'est pas très loin après 2014, hein, Mhm. on est en 2019, 5 ans après, ils disent non, il faut que ça s'arrête, c'est pas possible, c'est insupportable. Ils sont en train de nous manger la laine sur le dos. En réalité, ils ne mangent pas la laine sur le dos, ils bossent. Ce sont des gens qui bossent C'est beaucoup. ça. Et les Américains n'ont qu'à bosser à leur tour. Enfin, et puis, les Chinois ne cherchent pas la compétition, justement. Mhm. Ils cherchent la coopération. C'est ce qui les intéresse. Ils ne se sentent pas en situation d'être les plus forts. Mhm. Alors on peut dire c'est parce qu'ils ne sont pas les plus forts. Peu importe, c'est comme ça. Ils ne cherchent pas le conflit. Ils Mhm. cherchent la coopération. Et qu'ils disent c'est gagnant-gagnant. On cherche gagnant-gagnant. Alors nous, on n'est pas C'est d'ailleurs habitués. ce qui les différencie de la plupart des interventionnistes en Afrique. Ils ont développé plutôt ils développent les infrastructures, les routes, les ponts, les services publics en Afrique, d'après ce que j'ai compris. Enfin, ça les distingue quand même d'un certain nombre d'autres impérialistes. Alors, dans quelle mesure on peut parler d'impérialisme chinois, au sens où bon, le capitalisme se développe en forme d'impérialisme? Dans quelle mesure c'est de l'impérialisme ou ce n'est pas de l'impérialisme? Enfin, comment est-ce que dans le milieu communiste, chez les Ouais, léninistes, évidemment, des gens à partir du moment où tu as exportation de fusion du capital financier avec du capital productif et exportation de capitaux, on pourrait être dans ce cas de figure. Mais comme tu dis, il y a aussi cette culture-là, quand même, du fait du gagnant-gagnant. Il n'y a pas du tout de culture guerrière particulière, contrairement aux États-Unis, où voilà, on est dans l'interventionnisme le plus éhonté, enfin l'exceptionnalisme américain, c'est quand même leur hmm. idéologie dominante. On n'est pas du tout, on est à des kilomètres au niveau chinois. Mais voilà, comment tu analyses cette économie chinoise à l'étranger? Comment tu la Ah, caractériserais? disons, je vais faire un aveu de faiblesse
c'est un développement relativement récent et que moi, je n'ai pas étudié de très près. Mais j'ai quelques idées là-dessus. Euh, la première, c'est que euh, les, les intellectuels des pays sous-développés, les dirigeants des pays sous-développés, les gens qui ont une certaine culture des pays sous-développés, pour eux, ils n'ont aucune hésitation à dire vive la Chine. Parce que la Chine est le contre-pouvoir de l'Amérique, le contre-pouvoir de la Banque mondiale, le contre-pouvoir de la France et de tous les impérialismes qui les pillent. Et donc pour eux, la Chine remplace l'Union soviétique quand elle était un contre-pouvoir des États-Unis. Donc pour eux, ça fait aucun problème. Ils sont pas en train de se dire oh la Chine est impérialiste, etc. Mais non, non, c'est un contre-pouvoir. Alors ça n'empêche pas que nous regardions les choses de plus près. Et c'est vrai que on peut dénoter, noter ici et là des points qui sont discutables. Je vais en noter un, par exemple. Il y a eu en France des entreprises privées chinoises qui ont racheté l'aéroport de Toulouse, je crois. Et ces gens, c'est des capitalistes. Alors le gouvernement chinois dit, mais c'est pas nous qui faisons les règles. Et effectivement, c'est Macron qui a vendu l'aéroport de Toulouse. C'est ce salopard. C'est pas les Chinois qui ont dit vendez-nous. Donc ils ont acheté l'aéroport de Toulouse. Mais les entreprises privées ont siphonné l'argent et une fois qu'elles ont siphonné l'argent, elles revendent. Ça, c'est pas correct. Et moi, j'ai avancé une toute petite idée dans le bouquin, c'est que la dictature démocratique du peuple à l'égard des entreprises capitalistes doit s'exercer de la part du gouvernement chinois et de ses représentants populaires, non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur. Ils doivent avoir une vue sur l'extérieur. Cela dit, ces éléments que l'on peut observer ne sont pas, à mon avis, l'élément dominant, et c'est pourquoi les sous-développés ou les représentants considèrent que la Chine, c'est un contre-pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils construisent un train en Afrique. Ben oui, ils construisent un train. Mais le train, il reste. Ils construisent un stade. Alors, on va dire, c'est de l'impérialisme. Le stade, il reste, et il y a des gens... ils sont... Alors, on va dire, oui, mais ils ont acheté le Pirée. Le Pirée, oui, c'est pour le... Enfin, je suis pas un adorateur de la Chine tous les matins en train de me mettre à plat ventre devant Xi Jinping, mais ils ont acheté pour un certain temps d'ailleurs, pas de manière définitive, et ils remettent en route. Ça leur sert pour le commerce, et on peut imaginer que ça sert aussi à certains Grecs. Voilà. Alors, est-ce que c'est de l'impérialisme ? Bon, moi... Je pense que le projet de la route de la soie, qui est le projet qui globalise toute cette intervention extérieure, c'est un projet qui donne de la perspective à l'avenir du monde, voilà. Alors que les Américains n'ont rien à proposer, sauf des guerres, voilà, sauf des guerres. C'est quand même pas le même avenir. Alors, et les Chinois proposent aussi un développement écologique. L'humanité nous appartient. Voilà, ils insistent là-dessus. Plutôt dans le sens inverse, et ça a déjà changé. En plus de alors, qu'il y ait des dérapages, des contradictions, il y en a plein en Chine. Et qu'à l'intérieur comme à l'extérieur, mais je pense que l'orientation principale est celle du socialisme, c'est-à-dire de la défense des intérêts populaires. Alors pour eux, c'est les intérêts populaires chinois pour l'instant, mais ils ne sont pas insensibles. Et j'ajoute également que s'il y a des problèmes, les Chinois sont prêts à en discuter. Voilà. Non pas résoudre les problèmes par la guerre. Voilà, l'impérialisme, c'est la guerre. Tandis que les Chinois impérialistes, non, ils ne veulent pas faire la guerre. Ils disent discutons. Si par exemple il y avait un gouvernement, une présidence qui se respecte en France à propos de la Chine, d'abord, elle n'aurait pas vendu l'aéroport de Toulouse, et d'autre part, à supposer
que cet On va faire aéroport ait été l'affaire vendu. Alstom, là, c'est carrément de la trahison au point de vue Oui, non, économique. ça Enfin, c'est vraiment du Macron. oui. C'est vraiment du salaud. Mm, Je ne sais pas comment dire. mm, Je ne peux pas penser, je te prie de m'excuser, Émeric, mm, à ce type autrement qu'en termes extrêmement grossiers. mm. Grossiers, car je ne crois pas qu'il mérite autre chose, si ce n'est des éléments sur lesquels je vais me taire, car ton site serait interdit et mis en difficulté Bon, juridique. ouais, Donc voilà. Mais il y aurait une discussion. Voilà. C'est ce que je en tout dis cas, en à. termes de patriotisme économique essentiel, il n'y a pas photo. Là, on voit vraiment la différence entre les Chinois qui contrôlent leur monnaie aussi, parce que c'est ça, c'est qu'eux, ils ont le contrôle de leur propre monnaie. Et, parce que j'ai compris, ils contrôlent aussi la monnaie des États-Unis. Donc, dans quelle mesure ça joue et Alors, quels sont les enjeux par rapport à cette question entre alors le yuan et le dollar? les Chinois, ils font partie du monde et Trump a beau remuer les bras, euh, il va pas remuer les bras autant qu'il le dit. Mhm. Parce que Ouais. les Chinois ont des atouts. Voilà, les Chinois ont des atouts, l'atout monétaire. Cela dit, ils sont en train quand même de se dire que le dollar, c'est pas terrible, et ils changent en or, ils accumulent d'autres devises, etc. Ben voilà, voilà. Non, non, mais et sur la réalité, par exemple, de la classe ouvrière en Chine, quel est son statut? Comment se développe-t-elle? Quels sont les obstacles? De quoi faut... C'est sûr que, bon, d'une certaine manière, si on compare avec n'importe quel autre pays du tiers-monde qui partait dans les mêmes conditions, on voit bien que le socialisme a créé au moins une forme de bien-être et a détruit en fait l'extrême pauvreté, hein. Ça, c'est une évidence. Mais est-ce que tu as vu par exemple des changements depuis, je crois que tu es arrivé en 2007 là-bas? Oui, par là, Qu'est-ce ouais. que tu vois, disons, sur 10-12 ans? Je pense que ça doit aller très vite déjà dans ces régions. Enfin, surtout, toi tu vis à Nanning, alors pour les auditeurs, c'est le sud de la Chine. Est-ce qu'il y a des grandes disparités régionales? Enfin, on imagine entre la Chine côtière et puis la Chine de l'intérieur. Enfin, comment tu vois les choses, disons, de l'intérieur en tant que Alors, témoin et avec le regard, bien sûr, de l'économiste, quoi. c'est sympa, tes questions me, me, me mettent en pleine ébullition parce qu'il y a tellement de choses Ouais. que j'ignore d'ailleurs, c'est ça. Mais je vais dire deux ou trois points. Premièrement, la classe ouvrière chinoise, c'est une création récente. Mm. C'est une création récente. La révolution a été faite par les paysans. Mm. La classe ouvrière qui existait dans la région de Shanghai, elle a été écrasée, écrabouillée en 1924-25. Euh, Avec le chef franchement, par le Kuomintang, hein, c'est ça? oui, 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 oui. Ils n'ont pas pris les gants, ils Mm. ont tué. Et Et ça. après, les Japonais, j'imagine aussi. Et alors les Japonais, n'en parlons pas. Mm. Bon, mais les Japonais, ils ont tué tout le monde. Mm. Oui, ça Ils c'est n'ont sûr, pas oui. choisi dans À les Nankin ouvriers. notamment, oui, bien sûr, Oui, oui. oui, ils Mm. ont tué tout le monde en Nankin. Et les paysans, pas mal. La révolution nationale a été menée par Mao Zedong et faite par les paysans. Mm. Alors, je dirais que cette paysannerie, c'est la source de la classe ouvrière actuelle. Et c'est une classe ouvrière qui est donc issue d'une émigration massive de la campagne vers la ville. On compte que le stock, je m'excuse de parler en termes comme ça, Ah, moi aussi, mais oui. humain, c'est de l'ordre de Ah, c'est ça. 250 millions. D'accord. Voilà. Mm. Il y a 250 millions De de, paysans qui de, sont devenus ouvriers. de paysans qui sont devenus Voilà, ouvriers. c'est ça. Et on dit que De, la classe ouvrière régresse alors qu'elle ne cesse de croître au ah niveau mondial, hein. là, oui, Et on le voit, oui. et c'est des dizaines de millions. Mm. Hein. Bon, et il y en a encore, je dirais, à peu près autant à la campagne. Ça diminuera. Alors, cette classe ouvrière, elle est fraîche, elle est nouvelle, elle a été durement exploitée. Mm. Les, les compagnies étrangères n'ont pas fait de cadeaux aux jeunes ouvriers, aux Dans les jeunes zones ouvrières, économiques spéciales, peut-être, c'est ça, surtout dans ces alors zones-là, dans oui. les zones franches, et il a fallu attendre longtemps. Ça, on peut en faire reproche au gouvernement, en tout cas discuter Mm. avec eux. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps? Mais les Chinois, c'est ça. C'est quand ils voient des contradictions, ils réfléchissent et ils cherchent à corriger. À l'heure actuelle, d'une part, ils corrigent ces immigrants qui venaient de la campagne et qui étaient un peu démunis devant les gens des villes. Euh, ils améliorent nettement leur situation en leur permettant de devenir des citadins
à part entière. Ensuite, les prolos, les ouvriers, sont protégés par un salaire minimum, sont protégés par le droit d'un droit du travail qui est de mieux en mieux appliqué. On peut discuter avec Tian Miao, qui est lawyer et qui a fait, elle a fait avocat du travail. Euh, Ces ouvriers sont des ouvriers un peu bêtes, un peu stupides. Ils se font arnaquer par les Chinois patrons comme des souris. Mais ils apprennent. Voilà, la Chine est un pays en plein mouvement et c'est un mouvement qui progresse, un mouvement de progression. Voilà. Alors, Jean-Pierre Garnier récemment me reprochait de ne pas être en contact avec les ouvriers. Non, d'abord être en contact avec les ouvriers, c'est pas si facile. Il faut parler le chinois, c'est pas très simple. Le chinois local, c'est pas marrant. Donc moi, c'est pas avec mes quelques mots de mandarin que je vais pouvoir discuter. Mais ceux que je connais, euh, dans les villes, tout ça, ce sont des gens euh, qui, euh, qui progressent, qui envoient leurs enfants à l'école, qui ont un avenir. Voilà, c'est vraiment le sentiment le plus fort que je tire de ce contact avec cette population dans la mesure, dans ces éléments simples, ouvriers ou employés de la ville. Ils ont un avenir. Leurs enfants ont un avenir. Leurs enfants ne sont peut-être pas riches. Il y a des milliardaires, mais les milliardaires viennent de chez les prolos, souvent. C'est pas, hein. Et ces gens-là, simples, ils ont un avenir de l'école. Et c'est ça, sans doute, le point stratégique du socialisme chinois, que de bien comprendre que cette société s'ancrera, si elle ne l'est déjà, dans le socialisme, dans la mesure où elle développera encore mieux les services collectifs. Dans ce bouquin, j'ai fait un chapitre euh, sur les biens de civilisation et j'ai repris une théorie ancienne d'un dénommé Storch, qui moi me plaît beaucoup parce que c'était un aristo, complètement à côté de ses pompes du point de vue social, mais qui n'a pas raconté que des bêtises. Et je trouve que ces théories des biens de civilisation est intéressante. Les biens de civilisation, c'est les services collectifs, c'est la recherche, l'éducation, la culture, le sport, l'environnement, l'administration. C'est ça les activités qui vont devenir les plus importantes. Et c'est sur ces activités que le socialisme peut prendre euh, force, encore plus qu'aujourd'hui, plus que dans l'industrie. Je vais dire pourquoi, parce qu'à mon avis, ces biens sont à la base du développement des forces productives nouvelles. La recherche systématique, c'est bien qu'il y ait l'industrie et l'innovation, mais il faut la recherche fondamentale. Je m'excuse, Marie, je suis bavard comme non, non, un... mais ce qui est très bien, c'est justement ce que tu montres bien, c'est qu'à la fois il faut aider les forces productives chinoises, la classe ouvrière chinoise à se développer, mais dans le cadre du respect de la souveraineté de cette nation, qui est une nation qui... Alors, moi, ce que on a compris, ce que ça voulait dire, aider une classe ouvrière dans un pays socialiste contre son propre régime, ça a donné Solidarnosc, et puis les tentatives d'ingérence de Thatcher et du Vatican, etc. On a vu ce que ça a donné, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, par exemple, Lech Walesa, c'est un électricien qui avait 8 enfants. Et aujourd'hui, un électricien ne peut pas se permettre d'avoir 8 enfants dans la Pologne actuelle. D'ailleurs, en ce moment, ils ont encore augmenté le degré de répression d'ailleurs contre les communistes polonais. Je change de sujet. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand même ce pays a gardé sa souveraineté et redécouvre une forme de pacte social. Comment est-ce que tu vois les choses dans les 10 ans qui viennent? Est-ce qu'on va... Il y a eu cette entrée de la Chine dans l'OMC il y a un peu moins de 20 ans. Quel bilan tu en tires? Est-ce qu'ils vont continuer dans cette voie particulière qu'ils ont choisie à partir de Deng Xiaoping? Ou avec Xi Jinping, est-ce que un nouveau cours se dessine? Ou là, au contraire, on insisterait beaucoup plus sur les aspects de socialisation accrue?
Comment est-ce que tu vois les choses? Je pense que la nouvelle étape, c'est celle un nouveau degré de socialisation. Voilà. J'ai fait état d'universitaires de Shanghai qui travaillent sur le concept d'économie de marché socialiste et qui disent que c'est bon, c'est quelques universitaires. Ils disent finalement on a connu une époque de l'économie de marché socialiste, nous devons entrer dans une autre époque qui est l'économie de marché socialiste de la maturité. Voilà. Alors, c'est pas les seuls, hein, mais c'est cette idée, c'est qu'on doit progresser, sinon on reculera. Ils le disent, sinon on Ouais, ça, reculera. ça fait partie de la défense du pays aussi, d'avoir cette espèce Alors, d'unité de la nation aussi, j'imagine. oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que le développement national, Mhm. euh, c'est pour eux quelque chose d'évident, pour ces dirigeants. Ce sont des héritiers des mouvements qui se sont déjà formés à disons, au tout début du XXe siècle Mhm. contre la dynastie Qing, Ouais. qui est morte en 1911, Mhm. mais aussi contre les hésitations de la République de Sun Yat-sen, et a fortiori ensuite de Chiang Kai-shek. Donc ce sont, alors on va dire des nationalistes. Je dirais Des ce sont patriotes, au des sens. patriotes, voilà. Ouais. J'ai d'ailleurs repris le titre d'un historien français, Caron, Mhm. qui a écrit un ouvrage tout à fait intéressant, La France des patriotes. Ouais. Et je me suis dit, On en ces parlait tout le gens, temps sous la Révolution, c'était Jacob Massé. oui, ces gens sont en train d'écrire la Chine des patriotes, c'est un Mhm. aspect. Mais ils se rendent compte en même temps qu'il n'y a pas de Chine forte sans Chine satisfaisant les intérêts populaires. Mhm. Alors, ça ne se fait pas facilement, ça se fait dans la contradiction, et je peux dire quelques mots là-dessus, mais ça se fait. Et finalement, c'est ce qui explique l'adhésion profonde de cette population à la Chine. Alors, quelques aspects. Il y a ben, le développement s'est fait brutalement sur la côte est. Voilà. Mhm. Shanghai, euh, Pékin, Beijing, Guangzhou, etc. Il y a une question immobilière aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont été, des appartements qui ont été construits. On dit Alors, qu'il y a une bulle là-dessus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? oui, c'est bien sûr. Alors, les paysans ont même été expropriés de manière légère, un peu volés même. Mhm. Alors, donc, ça, c'est les faits. Et puis ensuite, ils réagissent. Et donc, depuis, je dirais, Mhm. 2000, 2005, il y a eu des mesures prises pour que les paysans ne soient pas volés comme ils l'ont été par des capitalistes chinois ou des entreprises publiques Mhm. et, et des petits potentats locaux, tout ça, qui se servaient un peu de ça, pas forcément pour s'en mettre dans la poche, mais pour nourrir euh, leur, euh, leur fonction sociale. Voilà. Mhm. On exporte, on expulse ces paysans, on en tire de l'argent, et comme ça, on peut distribuer de l'argent pour les écoles ou tout ça. Voilà. Ça, c'est pas une solution. Hein. Mhm. Alors, je, donc ça quel est l'avenir de ce système? euh, L'avenir de ce système, c'est sans doute de quitter une trop grande dépendance à l'égard des États-Unis et des pays développés. Voilà. Mhm. Et de se tourner davantage vers les pays en développement. En quoi ils sont dépendants encore? Sur quel domaine? Ah ben, c'est leur marché d'exportation. Mhm, c'est ça. Et c'est leur marché Mhm. d'exportation, d'autant plus que les grandes compagnies qui sont implantées en Chine, Donc c'est créer une consommation intérieure, en fait, voilà. qui est la solution, quoi. Donc, Alors, ouais. et c'est, si tu veux, Carrefour, Walmart, par exemple, grande chaîne commerciale Mhm. implantée aux États-Unis, réexporte énormément de produits aux États-Unis. Mhm. Et donc, une partie, enfin c'est bien connu, des importations américaines Mhm. sont le fait des exportations des multinationales américaines implantées en Chine. Voilà, Ouais. alors, quand Trump dit qu'il faut Mhm. arrêter nos Non. importations, il y a des gens qui le regardent Oui, oui. d'un air un peu Mhm. euh, Dubitatif.
interrogatif et dubitatif parce que ils sont pas vieux, t'as pas vraiment. Tu fais, voilà. Et Trump, il remue les bras pour dire qu'il fait du mouvement, mais en réalité, il y a de la contradiction énorme. Voilà. Alors, quel est l'avenir? Je pense qu'il cherche à trouver le marché intérieur, mais aussi à développer d'autres marchés. Et ils se sont rendus compte que le marché asiatique est un marché en soi. Voilà, l'Indonésie, c'est quand même plus de 100 millions d'habitants. L'Inde, ça va être le grand pays de demain, du point de vue de la population. Le Japon compte encore au plan technique. Euh, disons, l'Asie, l'Australie a des potentialités importantes. Donc, l'Asie, voilà, comment développer le marché asiatique. La Corée, ils ont quand même Alors, heureusement des relations qui ne sont pas si mauvaises que ça avec la Corée du Nord, même s'il y avait des sanctions. J'ai l'impression quand même qu'ils arrivent un peu à les contourner, ces sanctions. Donc, alors, ils arrivent. Bon, les États-Unis font chier avec la Corée du Nord, voilà, évidemment. ça, Évidemment. Tu vois, ils ont un couteau là, et puis ils essaient Mais les Chinois sont suffisamment habiles pour désamorcer, pour l'instant, hein, et non seulement habiles, mais en même temps force. Ils ont une force. Ils n'ont pas une armée apparemment aussi puissante que celle des États-Unis, mais ils ont une armée. C'est une armée et c'est pas rien. Donc une nation, l'intérêt populaire, c'est la force de la nation, et je dirais une orientation, le socialisme. Comment socialiser? Comment mettre les choses avantage? Socialiser, à mon avis, c'est développer les intérêts, les services collectifs, les biens de civilisation, pour reprendre ce terme. Ça, je crois que c'est l'étape qui ira des années 2020 à 2050. Comment développer l'école de manière considérable? Comment développer la santé? Moi, je viens en France pour me faire soigner, mais après tout, si j'avais de bons hôpitaux, de meilleurs hôpitaux en Chine, j'irais en Chine. Bon, mais j'ai payé mes cotisations en France, donc il n'y a pas de raison que je vienne pas en France. La culture, le sport, l'administration, comment améliorer, et ainsi de suite. C'est le développement, je pense, c'est le cœur, plus que l'industrie. C'est les services. Oui, voilà. c'est ça, peut-être ça va être la prochaine étape. Bah, écoutez, je crois que c'est vraiment sur ces paroles d'espoir, y compris pour les Chinois, mais aussi pour nous, parce que je crois que pour tous les progressistes, on regarde ça avec énormément d'intérêt. C'est là-dessus qu'on va conclure en invitant bien sûr les lecteurs à continuer et à lire donc les trajectoires chinoises de modernisation et de développement donc, aux éditions d'Elga de Jean-Claude Delaunay. Et je pense qu'on aura bientôt d'autres occasions. Je sais qu'il sera bientôt à Lyon. Il va faire pas mal de conférences dans cette région. Et puis, sans doute, à la fin de l'année aussi, on continuera en fonction de l'actualité, comme on l'a fait aujourd'hui avec Huawei. Voilà, bah écoute, merci beaucoup Jean-Claude. Hein, à la Eh prochaine. bien, Émeric Chéchénier. Ouais, si, si. C'est cher. Salut Jane.